Ça faisait quelques mois que je m'étais inscrite sur Tinder. En y allant les premières fois, j'espérais pouvoir trouver des personnes instruites, ayant les mêmes centres d'intérêt et peut-être même mon prince charmant. Malheureusement, tous les hommes avec qui je matchais ne me correspondaient pas, ou alors ne voulaient qu'un coup d'un soir. J'étais sur le point de désinstaller cette appli, tellement déçue de ne pas trouver quelqu'un de bien. Quand un soir, je match avec un type. Je commence alors à lui parler et me rends compte qu'après plusieurs jours de discussion, qu'il est différent des autres. On parle de tout et de rien, il est plutôt instruit, mais aussi assez mignon. Petit bonus, nous avons des amis en commun. Un soir, il me propose alors de dormir chez lui. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on parlait par SMS, j'en avais d'ailleurs parlé à mes amis qu'il connaissait, et tous sans exception m'ont dit que c'était quelqu'un d'adorable, qu'il était à l'écoute des autres, et que c'était vraiment un mec sympa. Du coup, quand il m'a proposé de venir dormir chez lui, j'ai de suite accepté, ayant une confiance aveugle envers mes amis. Je pars de chez moi ce fameux soir, je prends le bus, et quelques bonnes minutes plus tard, j'arrive chez lui, vers 21h. Il habitait dans un vieux appartement, pas très bien entretenu, mais bon, je me suis juste dit qu'il n'avait pas vraiment les moyens, et puis c'est tout. Je ne me pose pas plus de questions que ça. J'arrive à son étage, les murs des couloirs étaient tous tagués. Je n'étais pas vraiment à mon aise. Je toque chez lui, il m'ouvre, et je peux enfin rentrer dans son appartement. Je pensais me sentir mieux chez lui, à ses côtés. C'était tout le contraire. Son appartement ressemble à un squat. L'ambiance est glauque, il n'y a qu'une seule ampoule qui pend du plafond. Il n'y a aucune déco, c'est sombre, et il y a une forte odeur de renfermé. J'essaye de contenir mon appréhension et fais mine d'être à l'aise. On décide alors d'aller fumer. Il nous fait asseoir sur un vieux canapé, taché de je ne sais quoi. On commence à discuter et au fur et à mesure de la discussion, j'apprends qu'il est autiste Asperger. Il m'explique que de ce fait, il a beaucoup de mal à comprendre les situations sociales, mais aussi qu'il a du mal à différencier le bien du mal. Premier red flag. Chose importante mais aussi très surprenante, il me dit qu'il décode très bien le langage non verbal et qu'il sait directement ce que pense une personne juste en observant son attitude. Pour un premier date, ça pue un peu je trouve. Attendez un peu, ça ne fait que commencer. Il prend un carnet qui était derrière le canapé et me fait lire les poèmes qu'il écrit en ce moment. Ah, enfin un petit moment romantique où il va lui lire ses plus beaux poèmes sur l'amour, la bienveillance, etc. Non, pas du tout. Rappelez-vous, c'est un trait d'horreur. Ces poèmes étaient tous terrifiants et glauques. Dans l'un d'eux, il racontait le viol d'une enfant avec des détails très précis, à la limite d'un fantasme caché. Je fais semblant tout le long d'apprécier ces poèmes pour ne pas le froisser. L'ambiance était déjà bien assez lugubre comme ça. Après m'avoir lu une bonne partie de ces poèmes horribles, il commence à me parler de son ex-petite amie. Il me raconte avec un large sourire qu'ils s'amusaient tous les deux à se noyer et à s'étouffer lorsqu'ils prenaient leur douche ensemble, pour voir ce que ça faisait d'avoir le contrôle sur la vie de l'autre. Ah! Plus il me parlait, et plus je m'inquiétais pour ma vie. J'étais constamment sur le qui-vive. Il y avait beaucoup trop de signes que je ne pouvais plus ignorer. Au bout de quelques minutes de silence, il me propose un verre que j'accepte un peu à contre-cœur. On se rend tous les deux dans sa petite cuisine attenante. J'aperçois alors une arme à feu posée bien en évidence sur le comptoir. Je ne dis rien et fais mine d'écouter ce qu'il me dit. J'étais totalement tétanisée. Pourquoi avait-il une arme? Mais surtout, pourquoi il l'avait posée là, bien en évidence? Il voit mon regard paniqué et me rassure en me disant qu'elle n'est pas chargée et qu'elle appartient à son père. Après ça, on retourne se poser sur le canapé, une bière à la main. Les minutes qui suivirent ont été les plus longues de ma vie. Il était totalement hors de question que je reste dormir chez lui. On ne parlait presque plus, j'observais toutes les issues possibles au cas où il pète un plomb et décide de me faire du mal. J'étais de plus en plus crispée. Brisant le silence, il me raconte que son voisin risque de passer pendant la soirée. J'apprends que c'est un dealer, qu'il vend des armes et que c'est un mec instable et très dangereux. Pour moi, à ce moment-là, ce n'est vraiment plus possible. C'est la goutte d'eau de trop. Non, sans blague. Pour ma part, ça ferait bien longtemps que je me serais barrée de chez lui. Je décide d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher d'urgence. Je prétexte bien évidemment à mon hôte chelou que demain j'ai une chose hyper importante à faire. J'essaye d'être la plus gentille et polie possible, pour qu'il le prenne bien et qu'il ne remarque pas que je suis totalement en panique. Après l'appel avec mon père, je ne fais que compter les minutes et vérifie toutes les 2 secondes s'il ne m'a pas envoyé de message pour me dire qu'il est arrivé. Mon date semblait remarquer que ma gentillesse et ma bienveillance étaient totalement hypocrites. Et au fond de moi, je savais très bien qu'il voyait que je voulais juste fuir. J'avais de plus en plus peur qu'il passe à l'action. Je m'efforçais de lui parler comme si de rien n'était. Bon, franchement, à ce moment-là, on peut se dire que ça ne peut pas être pire et que son père va miraculeusement arriver en moins de 5 minutes venir la chercher. Ouais, non, malheureusement. C'est alors qu'il me propose soudainement un massage en attendant. Je trouve bien sûr une excuse bidon pour pas qu'il me touche, mais il insiste de plus en plus. N'en pouvant plus et ne voulant pas le frustrer davantage, j'accepte. On se pose dans sa chambre. Elle était comme son salon, lugubre, et l'odeur de renfermé y était encore plus présente. Je m'allonge alors sur son lit, en sous-vêtements. Il se met sur moi et commence à me masser. Ses mains sont glacées et rugueuses. Il commence alors à vouloir enlever mon soutif. Je suis totalement tétanisée. Je ne sais plus quoi faire. Je suis à 2 doigts de pleurer tellement je suis à bout. Quand soudainement j'entends mon portable sonner. C'est mon père qui me dit par message qu'il m'attend en bas de l'immeuble.
Je saute du lit, me rhabille en vitesse et cours en direction de la porte d'entrée. Heureusement, celle-ci n'est pas fermée à clé. Je l'ouvre et continue de courir jusqu'à ce que je sois dans la voiture. Je remercie tout de suite mon père qui est arrivé au bon moment. Depuis ce jour, ce mec n'arrête pas de m'envoyer des messages pour que je revienne chez lui, me disant que dans la précipitation, j'avais oublié mon pull, ou bien qu'il avait retrouvé un bracelet à moi, etc. Au bout de quelques jours, je décide de le bloquer, vu son acharnement malsain pour me faire revenir dans son appartement. Depuis ça, je me suis désinscrite de toute application de rencontre. Je ne veux plus jamais revivre ce genre de situation. Je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans et je vais vous expliquer comment mon job de babysitter s'est transformé en cauchemar. L'histoire s'est déroulée l'été dans une petite commune bretonne lorsque j'avais 19 ans. Étant étudiant, je devais chercher un job saisonnier pour financer mes études. J'ai fait plusieurs boulots comme serveur, ouvrier ou agent de propreté, mais tous ces jobs m'ont rapidement lassé. Puis j'ai trouvé un compromis entre vacances et travail, le babysitting. Je me suis donc inscrit dans une agence de babysitting et j'y ai travaillé pendant environ 2 mois. Je gardais les enfants lors de certaines soirées ou à des mariages pendant 1 à 2 semaines en moyenne. À la fin du mois de juillet, mon agence me contacte pour une garde pas très loin de chez moi. Ce serait pour garder un enfant durant 2 semaines à la fin du mois d'août. Quelques jours après, je vais à la rencontre de la famille de l'enfant. Le protocole de l'agence veut que j'aille rendre visite préalablement à la famille de l'enfant avant le commencement de la garde afin de le rencontrer personnellement, de lui poser des questions et prendre contact avec la famille. J'ai d'ailleurs toujours trouvé ça plus rassurant. En arrivant chez la famille, je fais la rencontre de Noé, un petit garçon de 2 ans, ainsi que de son chien qui s'appelle Scooby. Sa mère me présente du coup la maison, le petit Noé ainsi que le chien, adopté pour protéger et rassurer Noé. J'avoue que quand elle m'a dit ça, j'ai eu un petit sourire en voyant la taille du chien qui ne m'arrivait même pas au mollet. Ensuite, elle me dit que je lui sauve la vie car elle reprend bientôt le boulot et que le beau-père de Noé, étant marin-pêcheur, n'est jamais à la maison comme il est en mer. 2 semaines plus tard, j'arrive chez la famille pour commencer ma garde. Je commence mon job et tout se passe bien les 2 premiers jours. Chaque matin, on va se promener dans les bois avec Noé, qui est dans la poussette, et avec le chien tenu en laisse juste à côté de nous. Ils ont cette habitude depuis que Scooby est arrivé à la maison. Petit détail, nous passons tout le temps par la porte arrière du garage et on la laisse toujours ouverte par simplicité. Le mercredi, soit le 3e jour de garde, les choses ont commencé à devenir étranges. Ce matin-là, nous sommes partis en balade pendant presque 2 heures. Mais en rentrant à la maison, je sentais comme une tension au-dessus de moi. Peut-être que c'était seulement mon imagination car je connaissais pas très bien la maison, mais mon chargeur par exemple avait été débranché et posé sur la table. Également la porte de la salle de bain du bas était entrouverte alors que je pensais l'avoir fermée. J'ai rien dit à la mère à son retour car je trouvais ça débile et je me suis dit que c'était que mon imagination. Mais le lendemain, en rentrant de la balade, j'ai remarqué d'autres anomalies. La barrière des escaliers était ouverte alors qu'elle était toujours fermée étant donné que Noé est petit, et la télécommande avait changé de place. Je me rappelle que le plus étrange était l'odeur. Un parfum qui n'était pas là habituellement. J'ai commencé à avoir peur que quelqu'un soit dans la maison, mais après avoir tout fouillé, je conclus qu'il n'y avait personne. Le soir même, j'ai demandé à la mère du petit si quelqu'un passait à la maison durant la journée, par exemple pour faire le ménage, car j'avais l'impression que des choses bougeaient de place. En entendant ces mots, la mère a complètement changé de visage, elle ne souriait plus du tout. Elle a commencé à être inquiète et stressée. À ça, elle m'a répondu: non, personne ne passe pour le ménage, mais prenez des photos de la maison avant la prochaine balade et si ça se reproduit, appelez-moi directement. J'ai trouvé sa réponse très bizarre et pas du tout rassurante pour quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Le vendredi, rien ne se passe d'étrange. Les photos que j'ai prises avant la balade sont pareilles que lors du retour et le week-end arrive donc je n'ai pas gardé les enfants. Je reviens donc le lundi, reposé et déstressé. On est parti en balade comme à notre habitude vers 10h. Mais la grosse pluie et l'orage nous ont poussés à rentrer en catastrophe un peu plus tôt que prévu. La petite balade a quand même permis à Noé de s'endormir dans sa poussette. Mais en arrivant devant le garage, Scooby tire sur la laisse et ne veut plus du tout rentrer. Ce qui commence à me stresser. Je me suis dit qu'il sentait quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'il sentait quelque chose de bizarre. Malgré ça, je le porte et rentre quand même dans le garage. Je laisse Scooby à côté de Noé qui est dans sa poussette et pars dans la maison chercher une serviette pour le chien car il est mouillé et risque de salir toute la maison. Mais dès que je rentre dans la maison, je sens encore cette tension au-dessus de moi. Et c'est normal, car il y a un sac qui n'était pas là avant qui est désormais posé sur la table de la salle à manger. À ce moment-là, j'ai très peur. Ça veut dire que j'étais pas fou la semaine dernière quand je sentais que quelque chose clochait. Je m'approche des escaliers, la barrière qui était fermée est ouverte. J'entends du bruit à l'étage qui vient de la chambre des parents. Je sais que j'ai ressenti beaucoup de peur, de l'angoisse, mais surtout du courage car je suis monté jusqu'à la chambre. Arrivé derrière la porte, j'entends des bruits de pas.
De quelqu'un qui bouge des affaires, quelqu'un de pressé. Je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai poussé la porte pour voir la personne qui se trouvait dans la chambre. J'espérais vraiment que ce soit la mère de Noé. Mais je vis alors un homme assez grand, brun et un peu musclé. Et il se retourne directement en me voyant. Je peux plus bouger. On se regarde dans les yeux sans rien dire et j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. J'ai eu peur qu'il se jette sur moi pour me faire du mal, j'avais un mauvais pressentiment sur lui. Puis l'homme brise le silence gênant et tendu en disant « Eh bonjour, vous devez être le babysitter. Je suis le papa de Noé. » Comment vous dire à quel point j'étais soulagé. Je me présente et je lui demande ce qu'il fait là, car à la base il devait pas rentrer cette semaine. Et il me répond « Je suis rentré plus tôt à cause de la météo. » Une réponse assez banale qui montrait bien qu'il était marin-pêcheur. Je suis rassuré et je commence donc à me détendre. Je me rappelle tout de même qu'à ce moment, le père de Noé ramenait tout à son fils sans vraiment m'écouter. Du genre « Il est où Noé? Il est habillé? Est-ce que je peux le voir ?» Mais je me suis dit que pour un père, c'était normal après tout. Dans ce mélange d'émotions, pendant qu'on discutait, je dis quand même deux choses très importantes. La première, Noé est dans le garage, il dort dans sa poussette. À ce moment, je me suis senti débile, car j'avais toujours ce mauvais pressentiment en moi sur cet homme, et malgré ça, je balance l'endroit où est Noé. La deuxième, d'ailleurs, vous savez où sont les serviettes pour Milou? Milou, c'est en fait le nom de mon chien à moi, et dans la précipitation, je me suis trompé de nom avec Scooby. Mais ce qu'il m'a répondu, en fait, m'a vraiment glacé le sang. Les serviettes de Milou sont dans la salle de bain. Le problème de sa réponse, c'est qu'il m'a pas repris sur le nom du chien, comme si, en fait, il ne le connaissait pas. J'ai alors eu un gros doute. Je garde un sourire gêné et pars dans la salle de bain. J'envoie directement un message à la mère pour lui dire qu'il y a un homme dans la maison, qu'il prétend être le père de Noé et que je me sens pas du tout à l'aise avec lui. Presque en danger même. Après ça, je descends dans les escaliers avec une serviette, pour faire croire que tout va bien, et j'entends l'homme s'agiter de plus en plus à l'étage. Il m'interpelle dans les escaliers et me dit « Comme je suis là, vous pouvez partir, ça vous fera une après-midi de libre. » J'ai essayé d'inventer un mytho pour pas laisser Noé et le chien seuls avec lui. J'ai sorti quelque chose comme « Oh, je suis obligé de faire mes heures, c'est pour l'assurance. » C'était complètement faux et en temps normal, j'aurais pas dit non à une après-midi de libre. Mais l'homme insistait beaucoup pour que je parte. Tout en réfléchissant à ce que je pouvais faire, je passe dans la cuisine et tombe sur une photo de famille accrochée sur le frigo avec Noé, sa mère et un homme qui ressemble pas du tout à celui qui est actuellement dans la chambre. J'étais perdu. Je ressentais toujours une tension, un mauvais sentiment et toutes les preuves montraient que l'homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais de l'autre côté, une partie de moi se disait que c'était pas possible, qu'il devait y avoir une explication. À ce moment, j'ai dû ressentir l'instinct paternel qu'il y avait en moi, et je me suis alors précipité silencieusement jusqu'au garage. J'ai pris Noé dans un bras et Scooby dans l'autre, et je les ai emmenés dans ma voiture. J'ai allumé le moteur et on est parti de la maison pour nous mettre en sécurité. Quelques minutes plus tard, je reçois un appel. C'était la mère de Noé qui me demandait de revenir à la maison car la police nous attendait. Elle était en pleurs et retrouve son fils sain et sauve. La police m'interroge, mais personne ne peut me donner de réponse. Ma garde s'arrête pour toute la semaine car la mère a pris des congés pour être avec son fils. C'est la semaine d'après que la mère me passe un appel pour m'expliquer ce qui s'est passé. L'homme a été arrêté au domicile de la mère et c'était bien le père de Noé. Mais pas le bon. C'était celui avec qui la mère était mariée avant de divorcer et de rencontrer celui qui est marin-pêcheur. Il avait perdu la garde de Noé car il était violent et souvent sous l'emprise de drogue. Il a avoué s'être introduit à plusieurs reprises dans la maison, là où vit toujours Noé et sa mère, à la recherche de souvenirs et d'amour d'une famille qui ne veut plus lui en donner. Ça expliquait donc pourquoi des choses bougeaient et l'odeur de parfum que j'avais ressentie. De plus, il s'introduisait par la porte arrière car il savait qu'elle n'était jamais fermée quand il habitait là. Et la raison pour laquelle il connaissait pas le nom du chien, c'est parce qu'il avait en fait été adopté juste après la séparation des parents. Et le détail le plus glauque pour la fin, c'est que la police a retrouvé un sac au pied du lit de Noé avec ses affaires à l'intérieur. Les enquêteurs pensent que si j'étais parti sans l'enfant, le père l'aurait pris et l'aurait kidnappé. À ce moment-là, j'avais 20 ans, et je vivais un épisode dépressif assez important. En sachant que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule, j'avais accepté la proposition de ma psychiatre de me faire interner dans une clinique psychiatrique privée. C'était donc ma toute première expérience de la sorte. Pour vous décrire la clinique rapidement, elle était surtout spécialisée dans la gestion des pathologies dépressives. Nous n'étions pas enfermés et pouvions aller où on voulait dans l'établissement. Nous avions des activités intéressantes qu'on pouvait assister quand on le voulait, mais aussi des rendez-vous journaliers avec les psychologues. En bref, pas de fou furieux prêt à poignarder le premier venu avec un couteau. J'ai passé 3 semaines et demie dans cette clinique et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un groupe de 3 mecs très gentils et bienveillants envers moi, qui m'intégraient toujours à leurs discussions.
D'ailleurs, il me mettait souvent en garde d'un mec, un certain Alex, qui traînait toujours seul dans la clinique et n'avait aucun ami. Étant de nature curieuse et facilement empathique, je décide alors de m'intéresser à lui. On m'annonce qu'il serait ici depuis 1 mois et qu'il aurait parlé à personne depuis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été interné de force pour cause de dépression, idées suicidaires et alcoolisme. Pas très réjouissant tout ça, mais bon après dans une clinique psychiatrique spécialisée dans les cas dépressifs, je pense que ce genre de cas-là est plutôt courant dans l'établissement. Je trouvais ça assez flippant. Malgré tout, je décide de lui parler parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas supporter de voir des gens seuls et isolés. Ouais, moi pareil, j'aime pas voir des personnes âgées manger seules. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être qu'elles ont envie d'être tranquilles aussi, hein, on sait jamais. Le mec a l'air intéressant, il me fait même rire et on se rend compte qu'on a les mêmes goûts musicaux. Ça nous fait des points communs et naturellement, on commence à traîner ensemble et à avoir une routine. Dans cette routine, le soir, au moment du couvre-feu, à 21h, il me raccompagne à ma chambre et va ensuite dans la sienne pour la nuit. Ce schéma va continuer tranquillement pendant 2 semaines jusqu'à ce fameux soir. Il me raccompagne donc jusqu'à ma chambre, comme d'habitude, et retourne ensuite dans la sienne, juste avant la ronde des infirmiers, qui checkent si tous les patients sont bien au lit. Je commence alors à fermer les yeux, quand j'entends la porte de ma chambre s'ouvrir doucement. À ce moment, j'étais dos tourné à la porte, donc impossible de voir qui l'a ouvert. Je me dis que ça doit être une infirmière, venue vérifier si tout allait bien, et qu'elle va vite refermer la porte. Sauf que j'entends le léger grincement des lattes de parquet, menant jusqu'à mon lit, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds vers moi. Mon cœur s'accélère, mais je me sens quand même relativement en sécurité. Je suis dans une structure médicale et bien surveillée. Rien ne peut m'arriver. C'est sûrement une infirmière qui vérifie quelque chose. Mais en même temps, j'ai cette petite voix dans la tête qui me souffle. Tu es dans une clinique psychiatrique. Quelqu'un ouvre la porte de ta chambre en pleine nuit et s'approche de toi sans faire aucun bruit. Tu es sûr d'être en sécurité ? À ce moment-là, mon cœur s'accélère. Je garde les yeux fermés et continue de faire semblant de dormir. Et à partir de là, je commence à entendre le son d'une respiration assez lourde, comme essoufflée, juste devant le lit. J'ai peur et me demande pourquoi une infirmière me regarderait dormir. Et surtout, je sens une légère odeur d'alcool. Pourquoi une infirmière sentirait l'alcool ? Le son de respiration me semble durer une éternité. Je me fais tous les scénarios possibles. Et derrière moi, cette présence inquiétante qui reste à côté de moi. C'est là que j'entends la porte de ma chambre se fermer. Bon, ça va, c'était sûrement une infirmière qui checkait si tout allait bien. Le problème, c'est que je n'ai pas entendu les grincements du parquet m'indiquant que la personne qui me regardait dormir serait partie. Qui a fermé cette porte ? Et est-ce que je suis vraiment seule dans cette chambre ? J'entends à nouveau cette respiration lourde, mais cette fois plus étouffée. Je tends l'oreille et comprends tout de suite que la personne s'est cachée sous mon lit. Par conséquent, celle qui vient de fermer la porte de ma chambre devait simplement être un infirmier qui ne comprenait pas pourquoi ma porte était grande ouverte en pleine nuit. Je suis totalement pétrifiée. Je décide de ne rien faire et d'attendre que cette personne s'en aille d'elle-même. Pour moi, il est inconcevable de poser les pieds au sol tout en sachant qu'on pourrait me les attraper à tout moment. Et si je crie, rien ne me garantit que le personnel soignant va m'entendre et venir à mon secours dans les temps. Au bout de ce qu'il m'a semblé être une éternité, j'ai entendu à nouveau ces fameux grincements de parquet et un léger bruit de claquement de porte. Normalement, j'étais à nouveau seule dans ma chambre. Mais par sécurité, je n'ai pas bougé de la nuit et forcément n'ai pas pu dormir non plus. Le lendemain, on m'informe qu'Alex avait disparu de sa chambre et que des rondes avaient été effectuées cette nuit-là pour le retrouver. Les infirmiers avaient cherché dans toutes les chambres et dans le jardin d'extérieur sans retrouver aucune trace de lui. À savoir qu'une clinique psychiatrique privée, ce n'est pas la même chose qu'un hôpital psychiatrique. Si les patients veulent vraiment partir, ils le peuvent à tout moment. Quand j'ai expliqué ce qu'il m'était arrivé cette nuit-là à ma psy, lors de notre rendez-vous journalier, elle m'a tout de suite rassurée en me disant que c'était très probablement les médicaments qui m'auraient rendu paranoïaque et que je n'avais rien à craindre ici. Je n'ai plus jamais revu Alex après ça, et personne de mon entourage ne savait où il était passé. Je ne pourrais jamais être sûre à 100% que c'était bien lui qui était venu dans ma chambre, ni même si c'était la première fois. La seule chose que j'ai appris par la suite, par un vieux patient habitué à cette clinique, c'est que ce n'était pas la première fois qu'Alex était interné ici, chose qu'il ne m'avait jamais dite lorsqu'on se parlait. Je suis partie de cette clinique 3 jours après cette horrible nuit, et je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas fait semblant de dormir et que nos regards se seraient croisés. L'histoire nous vient de Sarah, elle a 22 ans et elle a vécu le pire scénario d'urbex qu'on ait pu imaginer. L'histoire s'est déroulée il y a 3 ans, et à cette époque elle avait un petit ami qui avait aux alentours de la trentaine. Donc elle nous raconte que son kiff c'était d'explorer des endroits un peu abandonnés, de prendre des photos et de découvrir les lieux. Elle nous dit qu'elle adore ça et qu'elle trouve ça fascinant, mais que son copain par contre n'est pas du tout intéressé par ce genre de choses, et qu'en même temps il n'en avait jamais fait non plus.
mais il la voyait tellement en admiration devant ses recherches, devant sa passion, qu'il se sentait limite forcé de l'accompagner. Et du coup, elle, ça l'arrangeait et elle était au final super contente. Elle nous dit qu'habituellement, elle faisait les urbex en solo, car ses amis n'aimaient pas trop ça non plus. Bon, elle nous dit entre parenthèses qu'elle sait que c'est pas bien d'y aller toute seule, mais elle nous précise qu'elle est extrêmement têtue. Du coup, elle se met à rechercher des spots, c'est-à-dire localisation des lieux, recherche sur internet, etc. Elle nous dit qu'après à peine une petite heure de recherche, elle tombe déjà sur pas mal de choses, et que c'était encore d'actualité, mais en plus de ça, pas trop connu. Donc en fait, l'idéal pour elle. Donc toute excitée, elle trouve la localisation, et ils décident d'y aller le soir même tellement elle est impatiente. Ils prennent la voiture, mais en plus de ça, pas de chance, il se met à pleuvoir. Elle nous dit que malgré ça, ils sont quand même déterminés à aller visiter cet endroit, et que du coup, ils reculent pas et ils y vont quand même. Sur le trajet, tout se passe bien, il se passe 1 heure de route, ils galèrent un petit peu à trouver le bâtiment, mais qu'au final, ils se rendent compte qu'il faut continuer à pied. Car apparemment, le bâtiment abandonné se trouverait derrière une petite forêt et que le chemin est trop petit et trop accidenté pour qu'ils y aillent en voiture. Donc à ce moment-là, tout tranquillement, ils se garent, ils allument leur torche électrique et ils font le chemin à pied. Quelques instants après, ils trouvent le bâtiment, ils se rendent compte que c'est un hôtel abandonné qui est en fait en bon état. Ils décident pour commencer de faire le tour du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a personne, histoire de se sécuriser un minimum et de sécuriser les lieux. Elle nous explique qu'à ce moment-là, son copain est pas trop serein, mais qu'elle a essayé de le rassurer du mieux qu'elle pouvait. Qu'en même temps, c'était une première pour lui. Mais d'un coup, elle le voit subitement tourner la tête en direction d'une des fenêtres du bâtiment, en disant qu'il y avait quelque chose à l'étage et qu'il a cru voir comme une lumière d'allumée. Sarah nous explique qu'à ce moment-là, elle le croyait pas trop et qu'il a dû certainement halluciner à cause du stress. Elle le rassure encore en disant « T'en fais pas, y a personne dans ce genre d'endroit. Allez viens, on fait encore un petit tour, puis on repart, c'est promis. » Alors que lui, il avait qu'une seule envie, c'était en fait de repartir. Ils finissent à ce moment-là par trouver une petite entrée. Elle nous explique qu'elle avait eu à ce moment-là une sensation bizarre. Comme la sensation quand vous éteignez la lumière et que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sarah nous explique qu'elle sentait la même chose à peu près, mais sauf que cette fois-ci c'était en permanence, à chaque pas et à chaque pièce. Donc ils continuent leur exploration, puis à un moment donné ils finissent par entendre un bruit, comme si quelqu'un poussait un meuble en bois et que ça grinçait. D'après elle, le bruit viendrait de l'étage. Et là, le temps que ça lui monte au cerveau, elle s'était rappelée de la lumière que son copain venait juste de voir quelques instants auparavant. À ce moment-là, ils se regardent tous les deux dans les yeux, mais ils savent pas du tout quoi faire. Elle nous dit que pour être sûr de voir s'il y a quelqu'un ou pas, ils sont mis à crier « Y a quelqu'un ?» mais qu'après plusieurs secondes d'attente, ils ont reçu aucune réponse, même pas un bruit. Ils finissent donc par se dire que ça devait être un animal et ils continuent l'exploration de cet urbex. Malgré ça, ils décident quand même d'aller vérifier à l'étage avec toujours beaucoup de méfiance. Ils montent à l'escalier, pas à pas, avec la lampe en main, dans le silence total. Arrivé au palier, ils remarquent vite que toutes les portes sont fermées, sauf une seule. Et c'est celle qui est tout au bout du couloir. Sarah nous explique que la porte était même grande ouverte et qu'au moment d'avancer, ils s'aperçoivent qu'il y a comme une silhouette tout au fond. Au moment où ils s'apprêtent à avancer, ils remarquent qu'il y a comme une sorte de forme tout au bout, mais qu'ils voient pas assez car les lumières de leur lampe torche n'étaient pas assez puissantes. Ils sont obligés de s'avancer pour voir ce que c'était, et ils distinguent, au fur et à mesure qu'ils s'approchent, qu'une forme humaine commence à se dessiner. Là, elle nous explique que devant eux se tenait un homme qui les regardait droit dans les yeux et qui bougeait pas d'un seul poil. Elle nous explique que c'était le regard le plus glaçant qu'elle ait jamais vu de toute sa vie. Un regard plein de haine. À ce moment, d'un seul coup, son copain se met à la tirer pour qu'il se mette à courir, car Sarah était restée figée de peur sur place. Mais elle nous dit qu'elle avait peur de le lâcher du regard et que d'un coup, elle le voit sortir un truc de sa poche. Ils n'ont pas réussi à voir ce que c'était, mais elle nous explique que ça l'a débloqué et qu'elle s'est directement mise à courir après ça. Ils ont couru comme jamais jusqu'à la voiture. Elle nous dit que dans la fuite, son copain a même perdu la lampe torche, tellement il était paniqué. Et que du coup, il se prenait toutes les branches dans la tronche, mais qu'ils s'en foutaient et qu'ils voulaient juste s'en sortir et qu'ils avaient peur pour leur vie. Sarah arrêtait pas de se retourner pour voir si le mec les suivait ou pas. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a la lumière d'une lampe torche qui court dans leur direction. Ils continuent de courir tellement ils étaient sous adrénaline et ils aperçoivent la voiture. Ils sont tellement dans la panique qu'ils montent directement dans la voiture et partent de là le plus vite possible. Après ça, ils ont pu rentrer sains et saufs chez eux sans que quelqu'un ne les suive, même si elle en a eu peur. Toujours sous adrénaline, ils se rendent pas du tout compte de ce qui vient de se passer et passent une nuit agitée, mais trouvent le sommeil et arrivent à oublier ça petit à petit. Le lendemain, en se réveillant, Sarah et son copain apprennent via les infos une nouvelle assez inattendue. Un cadavre aurait été retrouvé par la police dans le coffre d'une voiture abandonnée près du bâtiment où ils se trouvaient eux-mêmes la veille.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on.